Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est comédien. Il est à l'affiche d'une pièce, Les Pigeons. C'est en partenariat avec Europe 1. Bienvenue et bonjour Francis Huster. Bonjour. Ça fait du bien de vous recevoir ce matin. Comme une pause, une parenthèse dans l'actualité dominée notamment par la réforme des retraites. Mais sur le sujet des retraites, on a l'impression qu'il ne vous concernera jamais. Le temps n'a pas de prise sur vous. Est-ce qu'on peut faire un compliment à un homme aujourd'hui? Parce que faire un compliment à une femme, c'est dangereux. Mais merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Mais je l'accepte aussi en pensant à tous ceux qui m'ont porté là. Et d'abord les maîtres, bien sûr, parce qu'à mon époque, les professeurs, les metteurs en scène, les auteurs, on les appelait des maîtres. Et puis surtout, justement, le public qui nous écoute. Ce qui est incroyable, c'est cette chance, comme pour le sport, par exemple, de réunir des gens dans une salle de théâtre, comme dans un stade, des gens qui se détesteraient peut-être dans la vie et qui tout d'un coup, ensemble, viennent pour rire. Ça fait du bien parce que ce dont on parle tous les matins et en longueur de journée, c'est ce qui ne va pas, c'est le non-vivre ensemble, cette fameuse expression, alors qu'à l'inverse, vous vous dites que dans un théâtre, ils sont rassemblés, quelles que soient les opinions, les humeurs, etc., et tournés vers vous, vers la pièce. Il y a deux choses pour ceux qui nous écoutent surtout, et toutes les générations confondues. On nourrit le corps, sinon tu meurs. Hein. Bon, donc il y a toutes les nourritures possibles, hein, tous les restaurants possibles, tous les styles de cuisine. Mais comment tu nourris l'âme en ce moment? C'est-à-dire si tu ne la nourris que par le poivre, le vinaigre, l'alcool, l'ivresse, la rage, la colère, la haine, de tout ce qui se passe d'horrible, puisque au moment où on parle, il y a quand même des enfants, des femmes, des vieillards qui se font massacrer dans une guerre, et puis tout le reste, tous les problèmes qu'on vient d'entendre, il faut aussi nourrir l'âme tout d'un coup. Pas forcément de pâtisserie, mais nous, en ce moment, on est content de proposer une pâtisserie. On va en parler. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière phrase de votre pièce, oui, où vous dites que l'âme ne meurt jamais, contrairement à l'enveloppe corporelle. Oui, c'est-à-dire que là aussi, ce qui est intéressant, c'est que, mais je vais vous laisser parler, que c'est la première pièce d'une légende du théâtre et du music-hall qui a joué, qui a chanté dans le monde entier, Michel Leb, qui est complètement un arc-en-ciel et qui tout d'un coup ose écrire sa première pièce. Une comédie entre rire et émotion avec vous, Michel Leb, qui a écrit cette pièce, Chloé Lambert, qui va semer la zizanie entre vous, mais on n'en dit pas plus parce qu'il y a un moment de bascule incroyable dans la pièce, une pièce mise en scène par Jean-Louis Benoît. Je vous propose d'écouter un extrait. Tu vas jouer un ringard sur une scène de théâtre? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que j'allais jouer un ringard. C'est-à-dire, c'est quoi? Je joue un pigeon. Et c'est quoi la différence entre un ringard et un pigeon? C'est une grosse différence, c'est qu'un pigeon, il est pas au courant. Et le titre, c'est quoi? Les pigeons? Les pigeons. Ah bon? 1, 2, les pigeons. À partir pas seulement 1, 2, mais tout le monde est pigeonné. Tout le monde. Tout le monde est pigeonné. Deux acteurs de second plan qui vivotent de leur art depuis de nombreuses années. Et pour eux, c'est dur. Il y a ce mot, Francis Huster, qu'on entend souvent dans l'actualité aujourd'hui, senior. Oui. Ils sont un peu des seniors dans le monde du travail, dans le monde de la comédie. On ne veut plus vraiment d'eux et pourtant ils sont là, ils s'accrochent tous les deux. C'est tout le sens de la vie d'un artiste, d'accepter de devenir un senior. Alors on a eu la chance aux dernières générations d'avoir des seniors de légende. Il y a eu les générations Gabin, Bourvil, et après la génération Belmondo, Delon. Et maintenant, nous, on commence à mettre les pieds sur le tapis roulant et il ne s'arrêtera pas, ce tapis roulant. Les personnages, en tous les cas, sont formidablement bien campés. Oserais-je dire que vous jouez parfaitement bien avec Michel Leb, d'ailleurs, deux acteurs de second plan, un peu ratés, un peu vieillissants. Et je ne vais pas vous demander à vous comment on entre dans la peau d'un personnage, car le grand connaisseur et amoureux de Molière me dirait qu'on n'entre pas dans la peau du personnage, on est le personnage. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de faire jouer justement deux ringards par deux stars, mais surtout d'avoir, et c'est là où peut-être la pièce est plus qu'une comédie de boulevard, c'est peut-être une comédie justement de caractère, parce qu'il y a le grand secret du quatrième rôle qui est interprété, mais alors, vous l'avez vu, oui, à la perfection par Philippe Vieux, qui tout d'un coup amène cette folie de la dernière partie de la pièce. Pourquoi à la perfection? Parce que c'est vrai qu'il représente au fond le public lui-même qui monterait sur scène et qui tout d'un coup interviendrait.
On va pas tout dire, évidemment, vous parlez de ce point de bascule. Et dans ce théâtre en particulier, nos auditeurs, pas forcément parisiens, ne le connaissent peut-être pas. On entend tout, on sent tout, on voit tout. Je sais ce que vous allez dire. Non, je le dis pas. Non, je c'est peux pas le moi qui le dis. redire. Bon. Tu pètes, on t'entend. Mais c'est pas ça. C'est que la chance, donc, quand on est dans certains lieux de théâtre comme celui-là, qui est le théâtre de Pascal Legros, qui a évidemment aussi le fabuleux Édouard VII et le théâtre Fontaine, il se trouve que nous, on a toujours l'impression qu'il y a des fantômes qui sont dans le théâtre et que là, on a vraiment des sacrés fantômes puisque ce sont tous les acteurs sublimes qui ont joué dans ce théâtre, des acteurs comiques puisque c'est un théâtre de comédie depuis Feydeau, Georges Feydeau, toutes ces grandes créations étaient là et c'est vrai que c'est un théâtre on peut pas au théâtre des nouveautés quand on est sur scène, quand on est dans la salle, être à moitié. C'est-à-dire que ou bien c'est un très gros succès, les gens adorent, ils pissent de rire et tout. Ou alors, il y en a, ils peuvent détester, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous foutez-moi la paix, ça va comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vivant. Et aujourd'hui, je crois que les gens ont besoin justement de ce rire qui leur échappe. Encore plus là en ce moment? Encore plus en ce moment, parce que on est en train de rentrer dans une solidarité, quel que soit le côté où on est, pour ou contre. Donc on s'échappe de soi-même, alors que tout d'un coup on est assis dans son fauteuil et qu'on rit, on est tout seul à rire, tous les autres rient en même temps, mais tu ris toi tout seul, il y a même des gens, ils rient pas, ils sortent des dents, c'est à pisser de rire. Donc ça veut dire que c'est une liberté. Moi je pense, c'est toujours ce que je dis, ce que je proclame, c'est que tous les emmerdements de la vie, il faut les laisser à l'extérieur du stade, à l'extérieur de la salle de théâtre, de concert, de danse, de musique, et tout d'un coup, pendant 1h30, se dire, toi la vie, tu nous attends dehors, allez, fous-moi la paix pendant 1h30, quoi. C'est pas que j'oublie tout dans la vie, tu sais que c'est toujours là en toi, quand tu vas ressortir, tu vas la retrouver, mais au moins pendant 1h30, tu t'offres à te laisser aller, à rire, comme à pleurer sur certaines pièces. Il y en a des magnifiques aussi bien dans le rire que dans les pleurs. Tu t'offres justement, vous donnez la voix au public, comme, et là je vais en parler, vous qui avez écrit ce dictionnaire amoureux de Molière. Molière donnait la voix au peuple. Molière, c'est le français ou l'un des français les plus connus. Napoléon, De Gaulle et Molière. Vous êtes d'accord avec ce podium? Je suis parfaitement d'accord. De toute façon, comme je l'ai dit, le drapeau est tricolore, il est bleu, blanc, rouge, et c'est pour ça que je dois dire, et j'espère pour les millions de gens peut-être qui nous écoutent en leur âme, même s'ils sont pas là brancher directement, leur dire que la seule façon que la France avance, c'est qu'elle avance ensemble. On est obligés tous de se respecter, se gueuler, s'engueuler, etc. C'est la vie, quoi, ça va comme ça. Et puis c'est un peu la France, la discorde, la conversation, la causerie. Mais c'est aussi... Mais on n'en est plus là, Francis Huster. Sonia, il y a un truc qui est très simple. Nous, quand on est acteur, on a un masque sur le visage, c'est-à-dire le personnage. T'es pas le même si tu joues Hamlet que si tu joues Lorenzaccio ou le Cid. Ce masque, peu à peu, il te colle tellement à la peau qu'au bout des répétitions, il n'y a plus de masque. C'est toi-même qu'on voit. C'est exactement ce qui doit se passer avec la France en ce moment. C'est-à-dire que la France, elle est masquée et elle doit se démasquer. Alors on va se démasquer tous ensemble et on va tous ensemble prendre le parti de construire et de laisser aux jeunes qui viennent la possibilité que ce soit leur France et pas la nôtre. La jeunesse, justement, il faudrait la nourrir. Mais avec quoi? Molière, peut-être? Comment faire si vous étiez ministre de l'Éducation nationale? Je ne sais pas si c'est un beau rôle que l'on vous... Mais est-ce qu'il y a une mesure que vous imposeriez, mais en tout cas que vous metteriez en œuvre pour donner envie, pour nourrir la jeunesse avec Molière? Mais immédiatement à l'intérieur des classes, depuis le cours préparatoire jusqu'au bac, 2 heures par semaine qui seraient consacrées non seulement à la vision en salle de classe de films qui depuis un siècle ont nourri l'humanité, l'ont libérée en prenant le risque de combattre contre les inégalités. Il faut que les jeunes à la sortie d'un cursus scolaire aient vu une centaine de films que l'Éducation nationale a choisi, des films, des documentaires, et puis des pièces de théâtre que une fois par semaine, donc 50 pièces par an, on emmène les jeunes au théâtre. Voilà comment on peut leur nourrir l'âme et de savoir aujourd'hui que des jeunes peuvent terminer leurs études après 10 ans d'études sans avoir jamais vu le Cid, Don Juan, le Misanthrope, Tartuffe, sans avoir été à un concert de Beethoven, de Mozart, de Ravel, de Schumann. Je veux dire, les bras t'en tombent. Vous savez, Francis Huster, je pense que vous avez entièrement raison. Peut-être qu'un jour en classe, sur les personnages de Molière, quelqu'un va se lever et va vous dire, mais
Il n'est pas féministe, Molière. Il est même misogyne. Ah ben oui, il pourrait vous dire ça. Les J'éclate de rire parce précieuses que ridicules. Mais qu'est-ce que vous Mais lui c'est diriez? exactement le contraire. Il est Les féministe, pièces- Molière. Mais bien sûr, à 100%. Dans toutes les tragédies, les femmes sont écrasées, asphyxiées, tuées, complètement écartées du pouvoir, de la raison même, alors que chez Molière, elles se lèvent et quel que soit leur niveau social, elles disent la vérité. Ah, elles ont le crient, cette courage vérité. d'être Elles ont le elles-mêmes. courage d'être elles-mêmes. Elles ont le courage de dénoncer. Mais enfin, non, c'est une joie extraordinaire. Le 17 février, dans quelques semaines, c'est le 350e anniversaire de Molière. Et ce jour-là, que se passera-t-il au Panthéon? Ah. Vous le découvrirez. C'est-à-dire? Vous verrez. Non mais dites-nous, là, vous en avez trop dit ou pas assez? Mais Il devrait faire de la radio, Francis Huster. Ça s'appelle un teasing de malade. mais écoutez, en tout cas, le 17 février, il sera là, lui, Molière, son âme, son fantôme, je ne sais pas, sera devant le Panthéon. Parce qu'on va rappeler que vous portez... Est-ce qu'on peut dire que c'est un combat? Ça paraît tellement naturel que les portes du Panthéon s'ouvrent Mais pour c'est Molière. un combat qui a été même suivi et acclamé. Le Conseil de Paris, à l'unanimité, quelle que soit sa couleur politique, a voté pour l'entrée de Molière au Panthéon. Le Parti républicain, des partis socialistes, tout le monde. Je veux dire, Et bien, l'Élysée? mais il se trouve que le président de la République, et je lui fais absolument crédit sur ce point-là, nous aurons un entretien tous les deux. Et puis, j'espère qu'en sortira l'entrée de Molière au Panthéon. Oh, ce serait formidable. Tiens, quel personnage de Molière pourrait être Emmanuel Macron, le président de la Probablement République? Alceste, dans le sens où, comme Alceste, il pense crier la vérité, il pense s'opposer à tout le monde, il fait son parcours tout seul, et je pense que le président se trouve au moment où son choix est le suivant, ou bien, comme Alceste, s'enfuir, partir et dire je ne veux plus rester dans cette société, dans ce monde-là, ou alors faire le contraire d'Alceste, et c'était ça la première fin écrite par Molière, rester et se battre. J'espère qu'il va rester et se battre pour justement unir la France. Et ouvrir les portes du Panthéon à Molière. Tiens, j'ai une question sur une polémique que j'entends depuis toujours, Francis Huster. Oui. Vous allez peut-être sourire, excusez-moi, mais j'ose poser la question. Est-ce que certaines pièces de Molière ont pu être écrites par Corneille, ou alors c'est complètement fou de dire ça? Mais c'est complètement stupide Pouvez pour nous une raison expliquer très pourquoi? simple. C'est comme si on disait que Djokovic peut jouer comme Federer. Ça veut dire qu'un auteur ne peut écrire qu'avec un certain style, une certaine respiration de son texte, et que Corneille est incapable d'écrire à la Molière. Michel Audiard était incapable d'écrire à la Henri Janson. C'est d'une stupidité totale. Mbappé peut pas jouer comme Messi. Donc faut être Mozart un n'est pas crétin pour dire Offenbach, ça. c'est ça? Mais Oui. non, mais enfin, c'est stupide. Offenbach, c'est pas Ravel, et Wagner, c'est pas Mahler. C'est stupide. Et en fait, la réalité, c'est qu'elle est partie d'un fou furieux qui était complètement d'une indécence absolument totale. Pierre Louis, qui avait écrit ce livre sur comme l'éducation des jeunes filles dans une maison où il parle d'une indécence et de porno absolument total qui faisait rire tout le monde, son petit bouquin, là, dans la haute société. Et tout d'un coup, il a voulu se marrer en disant, allez hop, c'est Corneille qui écrit Molière. C'est n'importe quoi. C'est impossible. Et la preuve totale, c'est que j'ai, interprété évidemment le Cid, Corneille, et C'est pour ça que je vous évidemment pose la question. toutes les pièces de Molière, Don Juan, etc. Et que quand on interprète Corneille, on est dans une émotion de pureté, alors que comme un instrument de pureté, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un violoncelle, dans un violon, alors que quand on interprète Molière, on est sur un piano, c'est-à-dire qu'on passe du grave à l'aigu. On a envie de rester avec vous, mais vous allez rester avec nous, puisque Mais oui. Gaspard Proust va nous rejoindre. Peut-être une dernière rapide question, Francis Huster. Quand vous étiez au cours Simon, vous étiez le préféré de René Simon, vous étiez son dernier élève au conservatoire, et il vous a donné un conseil qui vous a marqué. Peut-être qu'il vaut pour les comédiens, les comédiennes et les autres. Quel est-il?
J'ose pas le dire. Pour ceux qui nous écoutent, le conseil, c'est de se battre, de jamais baisser les bras, d'être toi-même. Par exemple, Et de là, le j'ai la dire avec chance son d'avoir ventre, et vous l'avez une dit avec série votre cœur ce extraordinaire, La matin. fin des haricots, Bien. sur le combat pour les EHPAD, contre les EHPAD, enfin, sur ce qui est vraiment le grand sujet des années à venir et qui sera traité par le comique, justement. Ça va être comédie à l'italienne superbe. Et on aura l'occasion de vous retrouver dimanche avec le grand Didier Oui. Barbelivien. Dis-moi Oui. ce que tu chantes. Oui, je vous le révèle pas. Vous écouterez dimanche. Avec grand Mais- plaisir. Il nous tire en haleine, Francis Huster. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup.